Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans cet espace de conférence numérique dont le thème est De Gaulle et la Haute-Marne. Et donc, je vais d'abord me présenter, je suis Céline Ancher, je suis professeure d'histoire dans un collège de Chaumont, je suis en Haute-Marne depuis 1993, donc je connais bien la Haute-Marne et de 2008 à 2015, j'ai enseigné et travaillé au mémorial Charles de Gaulle dès son ouverture et j'avais en charge la politique pédagogique et culturelle en partie du lieu. Et c'est dans le cadre de ce poste au mémorial Charles de Gaulle que je me suis vraiment intéressée de près à ce De Gaulle intime, à ce De Gaulle lié à son territoire d'adoption qui est la Haute-Marne et en particulier à Colombey-les-Deux-Églises. Et en 2010, j'ai commencé à faire des recherches et j'ai travaillé autour d'un DVD qui s'appelle De Gaulle et Colombey, mémoire et histoire. Et ce DVD a été réalisé au cours de cette année 2010, qui était une année de commémoration. Et 10 ans plus tard, eh bien, nous voilà en 2020 et je suis toujours très intéressée à cette question de mémoire et d'histoire entre De Gaulle et Colombey et en particulier la Haute-Marne. Et c'est dans ce cadre de recherche que je continue que j'ai proposé dès octobre 2019 la réalisation d'une exposition et je l'ai proposée aux archives départementales de Chaumont parce qu'on était en train de préparer cette année gaulienne 2020 qui hélas n'a pas pu être complètement pleine, étant donné la situation compliquée la situation sanitaire compliquée actuelle. Donc De Gaulle et la Haute-Marne, j'ai pensé cette exposition. J'en suis la commissaire d'exposition avec Samuel Mourin qui travaille aux archives départementales, qui est responsable du pôle conservation. Et cette exposition s'inscrit pleinement dans l'année de commémoration gaulienne 2020 et elle est, on pourrait la qualifier comme ça, un peu inédite, tout simplement parce qu'elle propose un véritable parcours entre histoire et mémoire. Un parcours qui permet de montrer les liens très forts qui vont se tisser à partir de 1934, au moment où De Gaulle s'installe en Haute-Marne, entre De Gaulle, son épouse, sa famille et la terre de Haute-Marne, et en particulier Colombey-les-Deux-Églises. Et en allant voir le directeur des archives, Alain Morgat, et Samuel Mourin, il y a un peu plus d'un an, eh bien, on m'a répondu très bien, l'idée est géniale pour faire une exposition, mais aux archives, quand on fait une exposition, on fait un ouvrage qui accompagne l'exposition. Et donc, avec cette exposition, eh bien, on a écrit à plusieurs mains, puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif, cet ouvrage éponyme qui porte donc le nom De Gaulle et la Haute-Marne, qui est un produit local, parce qu'il a été possible grâce au partenariat qui a été mis en place entre les archives départementales et Lire à l'Est, les Pythagore Éditions, donc une maison d'édition locale, qui permet ainsi de valoriser tout le patrimoine des archives. Et donc ça a été vraiment pour moi une vraie aventure que de participer pleinement à l'écriture de nombreux articles de l'ouvrage et puis ainsi de valoriser tout mon travail de recherche dans cette exposition. Alors quand je parle d'un parcours, je vous ai mis là à l'écran la salle d'exposition aux archives. Ici, vous avez donc l'entrée de la salle et en effet, dès qu'on rentre dans la salle, on est invité à suivre un parcours qui délimite différents espaces thématiques. En tout cas, on a un parcours chronologique qui va nous emmener de 1934 jusqu'à 1970, jusqu'à la mort du général de Gaulle, et puis ensuite au-delà, puisque dans cette salle, on va aussi aborder les questions de mémoire, les différentes mémoires qui sont gardées et portées à Colombey particulièrement, mais aussi en Haute-Marne. Et donc, voici là, vous voyez tout de suite à travers cette première image que cette exposition est très riche, très documentée, et en effet, elle présente des archives assez inédites, puisque vous avez beaucoup d'archives qui sont issues de collections privées. Vous avez par exemple ici
vous avez une vitrine qui rassemble les cadeaux qu'Yvonne de Gaulle a offerts à certains habitants de Colombey. Vous avez également beaucoup de photographies qui sont issues de collections privées réalisées soit par les habitants, soit par des journalistes qui ont remis des exemplaires de ces photos aux habitants de Colombey. Vous avez bien sûr aussi dans cette exposition un certain nombre de documents issus des archives départementales, mais aussi des archives de l'Aube, des archives départementales de la Haute-Marne. Et de l'Aube, il y a en effet un espace une vitrine qui est réservée à l'attentat de Pont-sur-Seine. Donc Pont-sur-Seine, c'est dans l'Aube. Et dans le cadre de l'exposition, eh bien, les archives de l'Aube ont prêté un certain nombre d'objets et de documents pour figurer dans cette exposition, pour eh bien, montrer qu'en effet, c'est sur la route de Colombey que de Gaulle a été victime à plusieurs reprises d'attentats. Donc des archives assez inédites. Et puis surtout, on a cette pièce qui est un peu la pièce maîtresse de notre exposition, qui est située en fond de salle, qui est ce drapeau tricolore qui nous a été prêté par le Musée de l'Ordre de la Libération, donc, qui siège à Paris, et qui est ce drapeau qui reposait qui recouvrait plus particulièrement le cercueil du général de Gaulle lors de ses obsèques le 12 novembre 1970. Donc voilà, un certain nombre de documents qui sont mis en place. Alors dans le lot de ces documents, je vous ai mis ici quelques objets. En effet, ces cadeaux que j'évoquais tout de suite, bon là par exemple un exemple de cadeau que de Gaulle a offert à certains habitants des cigares bagués à son nom, hein, mais aussi de nombreux courriers qui ont été, là on en voit un exemplaire, envoyés par Yvonne de Gaulle à certaines familles de Colombey avec qui elle avait plus ou moins de liens, donc une grande variété d'objets. Et vous voyez ici des espaces. Alors là, je vous ai mis par exemple l'espace qui est dédié au voyage présidentiel que de Gaulle fait en Haute-Marne en 1963. Et donc, à chaque fois, quel est le parti pris scénographique que l'on a choisi? Eh bien, on a choisi de présenter dans chacun des espaces un petit texte qui permet de poser l'espace, de faire comprendre aux visiteurs de quoi il s'agit dans cet espace, de nombreux documents avec des cartels. Vous voyez ici, chaque document source a son cartel, des fois des cartels très légers avec juste ce qu'il faut, et puis à côté des cartels un peu plus détaillés qui permettent à chaque visiteur soit vraiment de lire superficiellement les éléments qui sont présentés, ou alors d'aller dans le détail. Donc voilà un petit peu le parti pris qui a été le nôtre pour raconter ce de Gaulle et la Haute-Marne. Et en fait, on voit à travers ces images que notre souci a été de valoriser le document source. Le document source qui est vraiment ce qui est essentiel, ce matériau essentiel à l'historien. Parce qu'en effet, cette exposition, elle chemine entre l'histoire et bien sûr la mémoire. Alors, qu'a-t-elle essayé de mettre en lumière? Alors, dans cette année gaulienne où peut-être vous avez pu regarder de nombreux documentaires, hein, depuis le début du mois, on a énormément de documentaires qui ont été présentés sur toutes les chaînes de télévision, des films aussi. Et donc, dans cette exposition, il y a des choses inédites qui ne figurent pas dans tous ces documentaires que l'on a pu voir sur toutes les chaînes de télévision ou dans d'autres articles, par exemple. Alors, en effet, on a mis en lumière dans cette exposition certains aspects peu connus, et en particulier tout ce qui touche à l'intimité du général de Gaulle et de son épouse à Colombey et avec le département, et en particulier la boisserie. Alors, on connaît beaucoup de choses de la boisserie. On connaît des images où on voit le de Gaulle qui est en train d'écrire dans son bureau, des images du parc aussi de la boisserie. Nous, on s'est attaché à revenir
ici à travers par exemple cette carte postale qui est peut-être un peu moins connue, une carte postale de 1907, aux origines de la boisserie, qui était au départ une brasserie. Alors en 1907, quand on a cette carte postale, elle n'est plus une boisserie, elle est devenue depuis les années fin du 19e siècle une demeure d'habitation et elle est ici présentée véritablement un peu dans l'état que les de Gaulle vont la trouver lorsqu'ils vont en faire l'acquisition en 1934. Donc cette carte postale, c'est un point de départ dans cet espace qui est réservé à la boisserie. Et puis, vous pourrez découvrir l'acte de vente de la boisserie qui a été acquise par le couple de Gaulle le 9 juin 1934 et cet acte de vente est présenté dans l'exposition. C'est un acte de vente qui n'a jamais été présenté. Quand on va au mémorial Charles de Gaulle par exemple, on va trouver un fac-similé de cette archive. Là aux archives, on va trouver véritablement le document source et on pourra ainsi découvrir qu'il a été signé par le notaire monsieur Maître Mouton qui tient son office notarial à Chaumont. Et on peut, en lien avec cette archive, regarder cette carte postale qui nous montre l'hôtel Poulneau, qui était aussi appelé l'hôtel du Cheval Blanc, situé pas très loin de l'église actuelle de Colombey. C'est un hôtel qui a disparu, qui a brûlé en 1946, et c'est dans ce petit hôtel que De Gaulle va signer en juin 1934 l'acte de vente en présence du notaire. Donc ça va se passer dans ce cadre très local du petit village de Colombey, les deux églises. Alors il est évident que quand De Gaulle arrive en 1934 avec sa famille, il arrive, et là aussi c'est pas un hasard, il arrive le 14 juillet 1934 à Colombey, les deux églises, il arrive avec toutes ses affaires, avec ses 3 enfants, son épouse, il arrive à la gare de Bar-sur-Aube et on vient le chercher, c'est le garagiste monsieur Gadot de Colombey qui arrive avec son véhicule et qui va faire sûrement plusieurs allées et venues entre Bar-sur-Aube et Colombey, les deux églises, pour acheminer la famille de Gaulle avec toutes ses affaires qui vont ainsi s'installer dans cette maison qui est loin d'être confortable. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Tout ça est très bien raconté dans un des articles de l'ouvrage qui a été rédigé par Loïc Juigaud, qui est un professeur d'histoire, qui est en charge actuellement du service éducatif du mémorial Charles de Gaulle et qui a fait une enquête très pointue pour remonter un peu aux sources de l'article de presse où De Gaulle aurait pu lire l'annonce de la vente de la boisserie. Donc, je vous invite aussi, en complément, vous voyez, avec ces archives qui sont présentées dans l'exposition, à en lire un peu plus dans l'ouvrage. Alors, ce qui est aussi montré dans l'exposition, c'est un autre aspect de la boisserie, qui est la boisserie en 1945. Alors, il faut savoir, pour continuer un petit peu l'historique de cette demeure, que les de Gaulle, jusqu'en 1940, enfin 39 plus précisément, ils vont venir à la boisserie pour leurs vacances, principalement. C'est un lieu de... On va dire c'est un peu la maison du bonheur pour la famille de Gaulle. Il ne faut pas oublier que de Gaulle, c'est un militaire qui a amené sans cesse à beaucoup se déplacer et cette vie itinérante est assez difficile pour la famille. En plus, pour cette petite fille handicapée, Anne, qui a beaucoup de soucis de santé et qui a besoin d'être au calme pour s'épanouir en tant qu'enfant tout simplement. Et les de Gaulle, à la recherche d'une maison, vont trouver à Colombey véritablement ce qui leur correspond, une belle longère et qui est entourée d'un grand parc. Et ils vont venir occuper la maison jusqu'en 1939, donc de façon temporaire. En 1939, la guerre éclate, Yvonne de Gaulle va venir s'y réfugier pendant quelques mois. Et c'est en mai 1940 qu'elle ferme la boisserie, qu'elle quitte la demeure. Et la maison va être fermée pendant tout le temps de la guerre. Occupée, elle va être occupée par les Allemands. Aussi va être un peu livrée au flot des réfugiés qui descendent depuis la Belgique, qui traversent la France pour descendre vers le sud, qui passent par Colombey. Une partie de la maison va être fortement détruite. Yvonne de Gaulle aura eu la bonne idée, avant la fermeture de la maison, de mettre en garde une partie de ses meubles. Et la maison va être fortement endommagée pendant la guerre.
Et les de Gaulle, au moment où de Gaulle revient en 1944 en France, au moment de la libération, eh bien, vont décider en 44-45, non pas de vendre la maison, mais de la remettre en état, de la reconstruire pour s'y installer. Et donc, à partir de 1945, eh bien, va se poser la question de restaurer la maison. Et eh bien, c'est ce qu'on va montrer dans l'exposition. Et que se passe-t-il exactement? Eh bien, de Gaulle va choisir un architecte grâce à Marguerite Potel, qui est la gouvernante de la petite Anne. Marguerite Potel a affaire à Richard Hanotel, qui est un architecte agréé du ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisation, de l'urbanisme et de la reconstruction. Et donc, elle le connaît bien. Il a à restaurer sa maison qui est située en Normandie. Elle a confiance en lui et c'est elle qui va en fait donner à Charles de Gaulle le contact de Richard Hanotel. Il va donc prendre contact, de Gaulle va prendre contact avec l'architecte et il va se mettre d'accord pour restaurer la maison. Donc, Richard Hanotel va avoir une mission quand même assez lourde, restaurer la demeure de l'homme du 18 juin, du président du gouvernement provisoire de la République française. Et il va établir très vite, en fonction des desiderata du général et de son épouse, des plans qui sont présentés dans l'exposition. Alors, on n'a pas pu présenter tous les plans parce que ce sont des documents qui sont assez grands, assez volumineux. Je vous en ai mis quelques exemplaires où on voit différentes vues, différentes coupes de la maison. Et en particulier, ce qui va transformer le profil de la maison, c'est cette tour d'angle qui va apparaître en façade ouest de la maison, où le général de Gaulle va installer au rez-de-chaussée son bureau, et c'est là qu'il va écrire ses mémoires de guerre. Et donc on revoit ici, alors ce qui est très intéressant là aussi, ce sont des images assez inédites parce qu'on connaît la boisserie actuellement habillée au printemps et en été de ce lierre qui recouvre cette grande façade. Et là, on voit eh bien que c'est Verdun, quoi, à la boisserie pendant cette année 1945-46. Il y a donc énormément on voit qu'il y a des tas de sable, de cailloux, tout est à reconstruire. Une partie de la toiture a été détruite et donc il y a énormément de transformations à effectuer. Et la problématique de l'époque, c'est qu'on est en pleine libération et qu'on est en pleine reconstruction. On manque de tout, on manque de matériel, on manque de main-d'œuvre, et que de Gaulle, qui est très soucieux de son argent et de l'argent en général, eh bien, il veut, et par rapport à ce contexte difficile, reconstruire la maison, mais à moindre coût. Et on voit alors un choix qui est fait à l'intérieur. Quand on lit plus précisément les devis qui sont proposés par Richard Hanotel, ce seront des carrelages à premier prix. On ne va pas mettre des tuiles très particulières, on va mettre au contraire de simples tuiles mécaniques qui coûtent beaucoup moins cher. On va aller à l'économie. C'est le choix de Gaulle. Reconstruire la maison, l'agrandir, et on voit ici, on le voit bien sur l'image, avec cette petite délimitation, la partie qui a été agrandie et sur laquelle va venir se greffer la tour d'angle où de Gaulle va installer son bureau. Et puis on voit que la maison, par rapport à la première vue de la carte postale, on voit apparaître un porche qui va mettre en valeur l'entrée et le vestibule de la maison. Donc toutes ces images, alors je vous en ai mis ici que deux, mais il y en a bien d'autres dans l'exposition qui sont présentées, qui montrent ainsi des vues un petit peu inédites de la boisserie. Alors cette maison est prête en 1946. Alors là je vous ai, pour rappeler un petit peu le contexte de cette tour, je vous ai mis une image de l'intérieur de la tour, où là c'est une image très connue qu'on a vu beaucoup passer dans les reportages dernièrement, où on a là une vue depuis le bureau du général de Gaulle avec cette vue magnifique sur les paysages de Haute-Marne. Et vous pouvez lire, je vous laisse lire quelques instants
justement une des citations des Mémoires de guerre dans le tome 3, tout à la fin, où là, De Gaulle va prendre le temps de décrire ces paysages qu'il connaît bien pour les parcourir maintes fois. Il connaît très bien cette forêt haut-marnaise et il parle ici des fonds sauvages où la forêt enveloppe le site comme la mer bat le promontoire. Il connaît bien ces paysages de Haute-Marne, ces paysages de l'Aube aussi qui sont proches, parce que depuis 1934, eh bien, il parcourt à pied, mais aussi en voiture, la Haute-Marne dans tous les sens. Il connaît le nom des forêts, et donc il va prendre le temps dans ses mémoires de guerre d'en faire de nombreuses descriptions et dans l'ouvrage, je reviens aussi sur ce De Gaulle qui parcourt la Haute-Marne et la connaît bien. Alors pour poursuivre sur cette boisserie, eh bien, ce qui est intéressant dans le fond à Notel de cet architecte, donc on découvre les plans qu'on vous montre dans l'exposition, on découvre aussi des photographies, mais on découvre tout le courrier, toute la correspondance que l'architecte va entretenir avec Yvonne de Gaulle en particulier, mais aussi avec le général de Gaulle. Alors ce qui est intéressant dans le courrier, je vous en ai mis là un exemplaire, c'est l'une des dernières lettres qu'Yvonne de Gaulle va envoyer à Richard à Notel, c'est le 30 mai, les de Gaulle sont rentrés chez eux depuis le 28 mai, donc ça fait très peu de temps, et alors là on voit un étrange courrier quand même, ça interpelle, parce que quand on lit ce courrier, on voit que, elle dit monsieur, mais elle en met partout, regardez, elle écrit au-dessus, on a l'impression qu'elle a besoin de dire beaucoup de choses. Et en effet, dans ce courrier, elle livre toute sa colère parce qu'on découvre que quand ils vont rentrer dans la maison, les travaux ne sont pas complètement terminés. On lit, regardez, que le plafond est en train un peu de s'écrouler. Elle explique que les broches des prises ne sont pas toujours arrivées, que la sonnette électrique ne marche pas, et ce qui provoque l'impatience du général de Gaulle. Donc on imagine un petit peu les tensions qui doivent régner dans cette installation, dans une maison qui est leur demeure, comme va dire le général de Gaulle. Et on lit à la fin du courrier, je ne vous l'ai pas mis là, mais elle se raisonne un peu, si on peut utiliser ce terme, où elle dit que tout compte fait, elle est quand même bien dans cette demeure, elle est contente de retrouver sa maison, après avoir fait quand même une longue liste de tout ce qui ne va pas dans les différentes pièces de la maison. Alors ce qui est intéressant à travers ce courrier, et les autres courriers le montrent aussi, c'est que Yvonne de Gaulle, c'est l'intendante. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas Charles de Gaulle planter un clou pour mettre un cadre dans la maison. Tout ça, c'est Yvonne de Gaulle qui s'en occupe. Elle va gérer tous les travaux, c'est elle qui de près va suivre l'évolution des travaux, et même au-delà, une fois que la maison est reconstruite, aménagée, c'est elle qui va veiller aux soins de la maison, c'est elle qui prend soin de la maison, et ainsi par exemple dans cet autre courrier en 1963, on voit un courrier qui est adressé à la personne qui va jouer un très grand rôle dans la boisserie, qui est le plombier, on pourrait dire ça comme ça, le plombier, le responsable technique de la boisserie, qui est une personne qui est un artisan de Chaumont, qui va entrer à la boisserie pour la première fois en 1948. Et c'est monsieur Nicole, je dis son nom parce qu'il nous a prêté des documents dans l'exposition, et monsieur Nicole, père, va donc à partir de 1948 entrer à la boisserie pour s'occuper de tous les petits travaux qu'il y a à faire, mais même au-delà de la maison, dans le parc. Donc c'est lui qui va vraiment être en lien direct avec Yvonne de Gaulle à ce sujet. Et là on voit par exemple une lettre de 1963 où elle a pris soin, parce qu'il y a un souci avec la cheminée, elle a pris soin de faire un dessin. Elle fait une description très précise et physique, si on veut bien, et technique de la cheminée, où elle lui explique ce qu'elle attend, les problèmes qu'elle rencontre, tirage médiocre, donc il y a tout un vocabulaire adapté. Cette Yvonne de Gaulle, elle sait vraiment de quoi elle parle, et c'est elle qui va être vraiment à la manœuvre pour entretenir cette demeure, y compris le parc. Et monsieur Nicole ira jusqu'en 1979 dans la maison. À ce moment-là, Yvonne de Gaulle n'y est plus depuis 1 an, puisqu'il va s'occuper de la transformation de la maison en musée.
C'est lui qui va aménager tout ce qu'il faut pour accueillir le public qui va arriver à partir de décembre 1979, quelques mois, quelques semaines après la mort d'Yvonne de Gaulle, puisqu'elle meurt le 8 novembre 1979. Donc, vous voyez, tous ces aspects-là d'Yvonne de Gaulle qu'on présente souvent comme quelqu'un, cette appellation de tante Yvonne, cette femme un peu effacée, quand elle est chez elle avec son mari, dans sa famille, elle est une maîtresse femme, hein, et c'est elle qui s'occupe véritablement de ce quotidien. Et donc ça transparaît à travers tous ces documents sources qui sont présentés dans l'exposition et qui sont davantage explorés dans des articles du livre. Donc la boisserie a vraiment une place importante dans l'exposition. Et ici, on voit à quoi elle ressemble en 1946, donc avec toutes les transformations et son agrandissement donc après cette année complète de travaux. Donc, un aspect qui est valorisé. Alors un autre aspect qu'on a essayé de mettre en valeur dans l'exposition, eh bien, c'est le de Gaulle citoyen. En effet, Charles de Gaulle, quand il est à Colombey, eh bien, il a une stature complètement différente. Il est chez lui à la boisserie, mais il est chez lui dans le village. Et il va entretenir des relations toutes particulières avec la municipalité. Et là, on a une carte postale, donc là aussi, beaucoup de cartes postales vont être prêtées, mais aussi d'autres documents par les habitants de Colombey. Et ici, on est en 1947 et on voit de Gaulle qui sort de la mairie aux côtés de M. Valeur, qui est le maire de l'époque, et il vient d'aller voter. De Gaulle est rentré depuis un an à Colombey et il est inscrit sur les listes électorales. Et alors, surprise, lors des élections municipales de 1947, il est élu conseiller municipal de Colombey alors qu'il ne s'est même pas présenté. Et donc là, ça témoigne en effet de cet hommage que lui rend toute la population. Et donc, il se retrouve parmi les conseillers municipaux. Et alors, pour lui, c'est pas possible d'assumer cette posture ou ce poste. Et il va donc refuser le poste la mission plutôt de conseiller municipal, ce qui va entraîner un quiproquo politique que je décris dans l'ouvrage. Donc on n'y revient pas particulièrement dans l'exposition, mais on montre qu'il a un rôle important en tant que citoyen dans la commune, hein, à travers ces images. En effet, il va refuser ce poste, mais ça ne veut pas dire qu'il refuse d'être partie prenante dans la commune de Colombey. Si on regarde de près le registre municipal de Colombey, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de Gaulle va aider régulièrement la commune en faisant des dons sur ses deniers propres, des dons de sommes quand même assez conséquentes pour l'époque, pour contribuer aux nombreux travaux que la commune doit assumer suite déjà à la libération. La commune a beaucoup de travaux à effectuer, et donc de Gaulle régulièrement, alors qu'il n'est pas encore président, et quand il sera président de la République, il va continuer, il va ainsi apporter sa contribution pour, par exemple, en 1954, eh bien, participer même entièrement au financement du petit jardin qui est situé juste en face le cimetière de Colombey, pour il donne une grosse somme d'argent. Il vient de sortir ses mémoires de guerre et il gagne assez d'argent et il va donner une somme assez conséquente, 70 000 francs de l'époque, à la commune pour aménager ce petit square qui était un peu une sorte de dépotoir, entre guillemets, d'espace un peu insalubre, et qui était situé juste en face la tombe familiale où était enterrée depuis plus d'un an, sa petite fille Anne, sa fille Anne petite, elle avait 20 ans quand elle est décédée. Et donc on peut imaginer que quand il venait se recueillir devant la tombe avec son épouse, cet espace un peu insalubre devait être gênant. Et donc en finançant ce square, eh bien, ça va aménager un espace de la commune
situé juste à côté du cimetière. Donc il est partie prenante dans la commune de Colombey, et ça on le montre à la fois dans l'ouvrage, où j'y reviens quand même beaucoup, et puis dans l'exposition. Alors cette image, je l'aime en plus particulièrement parce que là, on le voit votant aux élections législatives en 1968, donc là, il est président de la République, il est en compagnie de M. Fourier et de M. Rollet, qui est le maire de Colombey depuis 1968, et il est en train de déposer son bulletin dans l'urne sous le regard attentif et bienveillant de lui-même, puisqu'on le voit représenté ici à l'arrière dans une œuvre alors anonyme qui est présente dans la salle du conseil municipal, transformée ici en bureau de vote, où là il veille sur chaque citoyen qui va voter à Colombey, et en particulier sur le général de Gaulle et son épouse. Donc c'est assez intéressant que de regarder de près cette image, enfin cette photographie. Donc, alors, le de Gaulle à Colombey, il est partie prenante en tant que citoyen, mais il est aussi partie prenante au moment des commémorations. De Gaulle va attacher beaucoup d'importance aux commémorations, surtout jusqu'en 1958. Et là, il va être présent à chaque 11 novembre en tenue de militaire. Ici, je vous ai mis une carte postale de 1947 où on le voit en présence des porte-drapeaux, du conseil municipal, de la fanfare de Colombey qui va ensuite qui va disparaître dans les années 50, et puis la population qui est là présente sur le côté. On est devant le monument aux morts et on commémore à ce moment-là la libération de Colombey, donc en septembre 1944, et puis les 25 anniversaires de la section des anciens combattants. Il faut savoir que de Gaulle, quand il revient en 1946, il va être nommé vice-président d'honneur de l'association des anciens combattants de Colombey, les deux églises, et il va ainsi assurer sa présence chaque commémoration, au moins jusqu'en 1958. Alors, il n'est pas là au 18 juin, parce qu'au 18 juin, souvent, principalement, il est au Mont-Valérien. Donc, et puis, je pense que je n'ai vu aucune trace, dans mes recherches que je continue toujours, je n'ai jamais vu de carte postale le représentant, le photographiant le 18 juin. Je pense qu'il ne veut pas peut-être se mettre en valeur ce jour-là où il lance l'appel. Déjà, il n'est pas à Colombey, il est à Londres, et donc il n'est pas présent lors de ces commémorations. Il est vraiment présent au 11 novembre. Il faut savoir qu'il y attache beaucoup d'importance, ce 11 novembre. Pourquoi ? Parce que la Première Guerre mondiale, il y a participé en tant que capitaine, il y a été blessé, il y a été fait prisonnier. Donc c'est pour lui, ça a été, c'est là qu'il a découvert véritablement les combats. Et donc il y attache forcément beaucoup d'importance, et c'est pour ça qu'il est présent aux commémorations. Et jusqu'en 1958, ce sont des commémorations qui vont se faire très proches de la population. Là, je vous ai mis un exemple de carte postale, mais on en a plein d'autres. On le voit en train de discuter, serrer la main. C'est quelque chose de vrai, où on sent qu'il y a une grande proximité avec les habitants. De Gaulle, Charles de Gaulle et comme Yvonne de Gaulle connaissent chaque habitant de Colombey. Alors évidemment, ils vont connaître plus particulièrement les conseillers municipaux, certaines familles anciennes de Colombey, les deux églises, par exemple la famille Rotlis-Berger qui tient la fromagerie, où les de Gaulle vont se fournir en crème et en beurre. Certaines autres familles vont être les Consigny, parce qu'ils sont les voisins directs des de Gaulle à la Boisserie. Donc il y a certaines familles comme ça qui vont être plus en contact avec les habitants, mais néanmoins les de Gaulle connaissent tout le monde. Ils connaissent les enfants de Colombey, en particulier Yvonne de Gaulle. Donc il y a une vraie proximité, et ça, on a voulu le montrer, on le montre dans l'exposition, comme on le montre également dans l'ouvrage. J'ai écrit un article qui s'appelle « Charles et Yvonne de Colombey », où là, on détaille bien ce lien particulier entre le couple, les habitants, et puis tout compte fait le territoire.
Alors là, on le voit, vous voyez, c'est l'une des dernières fois où De Gaulle va se rendre aux commémorations du 11 novembre. Là, on est en 1958. Il est revenu au pouvoir depuis quelques mois et donc ensuite, quand il va devenir président de la République, il ne participera plus directement à ces commémorations. Mais là, vous voyez, on le voit, il sort de la messe. Bon, c'était un rituel chez lui. Quand il va voter, il va d'abord à la messe, ensuite il passe voter. Bon, là, il sort de la messe et ensuite ont lieu les commémorations. Et vous voyez, il sort en premier, il est en tête de cortège, entouré des porte-drapeaux, et on voit des cartes postales assez intéressantes dans l'exposition, où on le voit, là, il est véritablement en tête de cortège, toute la foule le suit derrière, un peu comme il est aux Champs-Élysées en août 1944. C'est assez étrange, j'aime beaucoup ces cartes postales, et puis alors on le voit, il y va véritablement d'un pas, il a beaucoup d'allant, il y a beaucoup de rythme dans le mouvement, et il est heureux d'être là en tête de cortège pour se rendre au monument aux morts avec les enfants qui l'entourent. Donc et on sent là, on peut palper à travers ces documents véritablement cette proximité et ces liens qu'il y avait très intimes avec ses habitants dans une grande simplicité, parce que c'est un des mots qui ressort dans la nature de ces liens, c'est l'honnêteté et la simplicité. Donc on perçoit ça et on peut sentir ça dans l'exposition. Alors là, une des dernières, une dernière photographie où on voit le couple sortir de la messe. Nous sommes le 15 août 1970, il y en aura d'autres, mais c'est l'une des dernières. On est donc à l'Assomption. Et là, vous voyez, alors c'est ce que les De Gaulle aimaient le moins. Là, ils sortent de la messe et il y a une foule qui les attend. Très vite, ils vont s'engouffrer dans la déesse et rentrer très vite à la boisserie. La plupart du temps, les De Gaulle, quand ils se retrouvent avec une foule comme ça, quand ils savent que la foule est là, ils vont éviter d'aller à Colombey et ils vont aller dans les toutes petites églises environnantes de la paroisse. Ils vont aller par exemple à Haricourt, ils vont aller, on les retrouve même jusqu'à Maranville pour assister à l'office en toute tranquillité pour ne pas être gêné par cette foule qui vient à la sortie de la messe un petit peu les voir et de façon un peu oppressante, ce que n'aimaient pas tout particulièrement Yvonne et Charles de Gaulle. Donc on voit qu'ils occupent les lieux. Donc, on le voit à la mairie pour aller voter, on le voit au monument aux morts, on le voit à l'église. Donc, il y a des lieux importants où le couple est très présent et en lien direct avec la population. Alors, après, il y a une intimité qui va se faire avec certaines familles, comme je vous le disais, ce qui fait que Charles de Gaulle va recevoir, Yvonne de Gaulle aussi, certains habitants à la boisserie. Alors, on prend rendez-vous à la boisserie avec le général de Gaulle et c'est là que certaines personnes vont se retrouver au salon avec le général de Gaulle, avec un petit porto, un cigare et on discute de la pluie et du beau temps, on discute beaucoup des problèmes liés à l'agriculture. De Gaulle est très sensible à cette question agricole qui est très importante à Colombey. On est dans une petite commune rurale qui représente un petit peu toutes les communes de Haute-Marne. Et puis on est par exemple dans les années de la présidence dans une transformation de l'agriculture. Et donc il est très attentif et on peut dire qu'à travers les questions qu'il va poser aux habitants sur cette problématique, eh bien ça va nourrir sa réflexion qu'il va ramener à Paris pour mener sa politique. Donc à Colombey, on peut dire que c'est un peu sa base arrière et on va le revoir à d'autres moments. À Colombey, à la boisserie, en lien avec les habitants, il écoute, il est attentif, il observe, il écrit et puis il réfléchit l'action politique qui va être la sienne et qu'il va mener lorsqu'il rentre à Paris. Alors, là j'ai zoomé pour un événement en particulier dans l'exposition qu'on met en valeur, c'est le 25 février 62. Alors, il est président de la République et là, il va donner véritablement un rendez-vous intime, privé, avec chaque famille de Colombey. Pourquoi? À quelle occasion? Parce qu'on inaugure le centre culturel du village, qui est situé, donc qui est maintenant la salle des fêtes du village. Et De Gaulle a financé une partie de ce centre culturel. Il a fait un don que l'on retrouve
le registre des délibérations municipales, et il va inviter, à l'occasion de l'inauguration, toutes les familles de Colombey. D'ailleurs, on retrouve ici le curé du général, qui est l'abbé Eugène Drouot. Et puis là, vous avez tous les Colombéens qui ont reçu une invitation. Alors, à force de chercher, j'ai trouvé des personnes qui ont conservé avec beaucoup de soin cette invitation. Et vous avez par exemple Jacqueline Fourier qui a gardé cette invitation. Et on voit donc qu'elle a été adressée personnellement à elle et à son mari, et qu'elle donne rendez-vous le jeudi 25 avril 1963 à 16h30. Et qui est-ce qui sera présent? Le général de Gaulle en compagnie de Madame de Gaulle. Alors, on a dans la presse un petit article où on peut découvrir ce rendez-vous, et puis on le retrouve. Alors, oui, ici, je me suis un petit peu trompée, pardon, dans mes images, mais on voit l'inauguration. De Gaulle vient de couper, où il va le faire, il vient de couper le ruban qui est présenté ici. On est devant la salle des fêtes. La jeune fille offre c'est une petite fille de Colombey, offre le bouquet à Yvonne de Gaulle, et on va entrer dans la salle des fêtes. Et là, le maire qui va faire son discours, qui est monsieur Louis Jurvillier, va donc faire un beau discours qui va être ensuite mis sur une sorte de parchemin signé de la main du général de Gaulle. Le préfet est là, le conseiller général, le docteur Colomb, est là aussi, qui est le docteur qui habite à Colombey les Deux Églises. Et on a dressé de jolies tables avec des bouquets de jonquilles, nous dit l'article, une coupe de champagne. Et là, c'est véritablement un rendez-vous intime. Tous les habitants sont là pour rencontrer le général. Et là, j'ai rencontré des témoins, et chaque personne a des souvenirs très précis de ce moment, parce qu'on est en lien avec de Gaulle, qui impressionne particulièrement. Les femmes sont en particulier impressionnées par le général, qui a déjà une posture assez imposante. Et tout compte fait, on discute avec lui, il pose des questions très simples. Et souvent, les témoins disent qu'elles sont assez étonnées, parce qu'il sait beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses sur tout le monde. Et ça, c'est assez étonnant d'entendre tous ces témoignages. Et puis, il y a beaucoup de mots qui reviennent. La simplicité, le de Gaulle qui se met à porter des personnes avec qui il est en relation, et donc qui permet d'instaurer une relation simple et pleine, tout compte fait, avec les habitants. Donc ça, c'est cette mémoire importante. Alors là, on voit un autre moment. C'est donc dans un contexte plus officiel. De Gaulle il est président de la République, bien sûr, et il est en train d'effectuer son voyage officiel dans l'Est de la France, et en particulier plusieurs jours en Haute-Marne durant le 24, 25 et 26 avril 1963. Et là, il est à Colombey. On voit ici Yvonne de Gaulle, alors que qu'on retrouve un peu fidèle à elle-même. Elle est toujours coiffée d'un joli chapeau, le sac à main au bras gauche, un manteau assez sombre, soit noir, soit gris, et elle est aux côtés de son mari pour se retrouver au milieu des habitants. Alors évidemment, il y a toujours Monsieur Tessier, un des 4 gorilles qui veille au grain pour la sécurité du général. Mais là, on retrouve un des conseillers municipaux qui est Monsieur Voluschned, et bien sûr la presse et les habitants qui se pressent pour venir dire bonjour à l'un des leurs, tout compte fait, qui est quand même le président de la République. Alors, je fais dans l'ouvrage, je laisse une place quand même à Yvonne de Gaulle, parce que elle est indissociable de Charles de Gaulle. On le voit, on le sent dans l'exposition, à travers les courriers.
que l'on a pu ainsi récupérer. Et puis à travers aussi le fait que elle est très présente dans le département, elle est très présente à Colombey, et puis par exemple elle fait ses courses à Chaumont, et elle fait ses courses à Bar-sur-Aube, et j'ai rencontré certains commerçants de Chaumont qui ont des souvenirs, la voyant arriver, très simple, un peu en retrait, qui n'aurait jamais voulu passer avant quelqu'un d'autre faisant la queue au magasin à la boucherie ou dans n'importe quel autre magasin situé autour des halles de Chaumont. Donc il y a aussi ce quotidien, ce lien avec le territoire qui est davantage peut-être plus à découvrir dans l'ouvrage, mais que l'on peut sentir quand même dans l'exposition. Donc vous voyez par exemple ici, on voit cette lettre, l'écriture très particulière d'Yvonne de Gaulle, avec une écriture assez ample, très claire, et qui là, si on lit dans le détail le courrier, eh bien elle écrit au docteur parce qu'elle va recevoir pour la première fois son premier petit-fils, il vient de naître en 1948, il se prénomme Charles, et elle est bien embêtée parce qu'elle a besoin de se procurer du lait en poudre demi-écrémé sucré de Guigose, elle a besoin d'une ordonnance, et là elle s'adresse directement au docteur par courrier afin d'obtenir le document pour aller se procurer le lait en question. Donc ce sont tous ces documents sources, ces courriers qui montrent, qui illustrent bien le lien avec la population. Donc là, on voit d'autres petites... Alors ça aussi, c'est assez touchant. On retrouve ces petites cartes qui sont présentées dans l'exposition, qui sont vraiment la signature d'Yvonne de Gaulle, où elle écrit toujours pour son mari et pour elle-même. Et elle envoie beaucoup de ces petites cartes qu'elle va adresser en même temps qu'un cadeau pour un mariage par exemple, ou pour remercier. Ici elle a reçu une boîte de dragées pour un mariage ou une naissance. Là par exemple elle est très touchée en 1974, donc là le général est déjà décédé, d'avoir reçu une gigue de chevreuil de la part d'un habitant de Colombey. Donc vous voyez, c'est ces petits courriers qui créent une sorte d'émotion quelque part et qui permettent de s'approcher un peu plus d'Yvonne de Gaulle. Donc quand même, on n'a jamais eu de témoignage de sa voix, mais on a son écriture. Et cette écriture est très parlante, hein, donc elle est très généreuse quelque part. On voit qu'elle est très claire et elle occupe beaucoup de place hein, quel que soit le support qui la reçoit. Et puis là, on a par contre un courrier du général de Gaulle avec cette autre écriture hein, et cette signature, où là, de Gaulle écrit aussi à certains des habitants. Il a l'habitude de faire des dédicaces, il va dédicacer à plusieurs habitants de Colombey, mais ce n'est pas quelque chose qu'il va faire automatiquement, mais il va prendre l'habitude de dédicacer ses mémoires hein, qu'il va offrir en cadeau à certains habitants de Colombey. Donc là, on est en mai 1969, on voit fidèle témoignage, j'en suis très sensible. Pourquoi? Parce que il vient de quitter le pouvoir et donc il est dans une situation là un petit peu particulière à la suite de son départ du pouvoir et de son retour définitif à la boisserie. Donc voilà un petit peu l'un des aspects qui est valorisé dans l'exposition. Je surveille l'heure. Et alors, je pense que je détaille peut-être un peu trop, je vais peut-être un peu accélérer. Cette exposition nous permet aussi de passer de l'histoire nationale à l'histoire locale et de voir comment l'histoire nationale se décline à l'histoire locale. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'on va découvrir ici, par exemple, à travers cette page du livre d'or de Chaumont, eh bien, le retour de Gaulle en Haute-Marne le 21 octobre 1944. On est en pleine libération. De Gaulle revient, alors il passe bien sûr par Colombey, et il est attendu le 21 octobre 1944 en fin de journée à Chaumont, où alors là la ville est pavoisée, elle est en liesse, et il va recevoir un accueil très chaleureux. Il fait un discours, il est reçu à la ville, à l'hôtel de ville, pardon, et il signe le livre d'or, qui a été un très très beau livre d'or, c'est un très bel objet, qui à chaque page, il y a un nouveau décor peint à la main, et donc là on a fait cette page toute
toute spécifique pour De Gaulle, avec la Croix de Lorraine, symbole de la France libre et de la résistance, et puis bien sûr les couleurs tricolores. Donc là, on traverse l'histoire nationale à l'échelle de l'histoire locale. Ici, un autre épisode. Alors cet épisode n'est pas évoqué dans l'exposition, mais il est largement développé, je l'ai largement développé dans l'ouvrage. C'est la campagne du RPF. Alors, pour rappeler rapidement, en 1947, De Gaulle crée un parti, enfin un mouvement politique, puisqu'il est opposé au parti, qui s'appelle le RPF, qui se veut être un mouvement qui rassemble toutes les tendances politiques, et il a besoin d'argent pour financer son parti, et il va créer un timbre qui s'appelle, donc voilà, c'est ce timbre-là, et il va proposer de le vendre à tous les Français, et acheter ce timbre et le coller sur une enveloppe, et envoyer cette enveloppe et ce courrier à Colombey-les-Deux-Églises au cours de ce qu'on a appelé la campagne du timbre en 1948. Ça va permettre au RPF de récupérer énormément d'argent et surtout de faire connaître Colombey-les-Deux-Églises. Donc ça, cette campagne du timbre a lieu à l'échelle nationale, mais ici on zoome à l'échelle départementale, et par exemple on se retrouve très vite à Marot, puisqu'en janvier 50, eh bien, il va faire un rendez-vous à l'échelle du département. Il va inviter dans ce château de Marot et dans cette grange qui est ici, alors ce sont des photos que j'ai prises là dernièrement durant cet été, où il accueille à peu près 300 membres du parti du RPF qui sont tous des habitants de Haute-Marne, et là il fait une réunion vraiment sur invitation, une réunion politique où il va évoquer les futures élections qui doivent avoir lieu en 1951, et dans ce lieu où vous imaginez, on est en plein hiver, en plus il fait un temps exécrable, il neige énormément, donc c'est un lieu qui n'est pas chauffé, c'est un lieu où il y avait du matériel agricole, donc c'est très spartiate, mais il fait cette réunion et il est entouré de gens qu'il connaît bien puisqu'il est chez lui en Haute-Marne lors de cet événement. Donc là, c'est un épisode qu'on trouve dans l'ouvrage. Et puis dans l'exposition, vous allez avoir tout un espace qui est réservé à ce voyage présidentiel de 1963. Et là, on le retrouve à Nogent, en compagnie du maire. Donc, il y a un protocole qui va être établi. C'est véritablement un périple qui va durer quelques jours. Mais alors, regardez, ici, justement, on le voit passer à Saint-Dizier. Et donc, il passe à Saint-Dizier le mercredi 24 avril 1963. Et on le voit, il y a un temps, il va avoir un temps de pause. Il va sûrement prendre son déjeuner à Saint-Dizier, mais alors ensuite, tout est chronométré, il passe par Eurville, par La Neuville, par Gourzon, et vous voyez, on minute tous les déplacements, et on peut imaginer, on retrouve très bien ça dans l'exposition à travers des unes de presse, le cortège de déesses noires, la foule qui l'attend, le village qui est décoré aux couleurs tricolores, la foule en liesse, et De Gaulle qui va ainsi se retrouver au cœur de la population, et on voit les habitants, le sourire aux lèvres, qui sont enchantés de découvrir le président de la République. Certains vont prendre des images. Si d'ailleurs ces personnes se reconnaissent, je serais très heureuse de découvrir ces images. Et on est ici à Rizaucourt, ici à Brouzeval. Donc là, on voit, là encore, on voit principalement des hommes qui entourent De Gaulle, aussi des hommes d'un certain âge, donc des gens qui sont un peu de la même génération, mais il y a quand même des enfants, des personnes plus jeunes qui viennent accueillir le président de la République ici à Brouzeval le 27 avril, ici à Haricourt un petit peu avant le 25 avril. Yvonne De Gaulle n'est pas là tout le temps, mais elle est là régulièrement. Haricourt, ça fait partie de la paroisse de Colombey, et à chaque fois, on va retrouver toujours les agents de sécurité qui veillent à la sécurité du général de Gaulle. Mais là, on le voit vraiment en toute simplicité dans le village, avec le cortège des véhicules officiels qui sont présents, les enfants qui sont là également pour marquer l'événement. Donc ça, c'est une salle importante dans l'exposition. Alors on fait aussi un zoom, il y a une vitrine sur l'attentat de Pont-sur-Seine. Donc là, je vous ai mis seulement la une du Paris Match. Elle est intéressante, cette vitrine, parce que Pont-sur-Seine, cet attentat, on le connaît peu. On connaît davantage l'attentat du Petit Clamart de 1962. Et là, dans cette vitrine, vous trouverez le système d'explosifs qui a été utilisé. Donc ça, pour dire familièrement, ça a foiré. Donc là, on est dans le cadre
de la guerre d'Algérie. C'est l'OAS qui a organisé l'attentat et donc le système d'explosifs prend l'humidité, ça n'explose pas au bon moment et donc heureusement pour De Gaulle et son épouse, ils en sortent indemnes et donc on raconte ça dans une des vitrines de l'exposition. Alors, ce qui permet aussi de passer à un autre point qu'on évoque dans l'exposition, c'est qu'à un moment donné, on passe de l'histoire nationale à l'histoire locale, mais on va passer aussi de l'histoire locale à l'histoire internationale. Parce que De Gaulle va inviter le 14 septembre 1958 le chancelier Konrad Adenauer chez lui à la Boisserie. Donc il va y avoir un double rendez-vous. Et donc on va là aussi dans l'exposition mettre en avant ce double rendez-vous. Un rendez-vous que l'histoire a retenu, c'est bien sûr le rendez-vous à la Boisserie, où on a cette fameuse poignée de main entre De Gaulle et Konrad Adenauer. Mais il y a un autre rendez-vous qu'on connaît moins, qui a lieu à Chaumont, et qui va avoir lieu dans deux espaces, deux espaces de la ville. D'abord à la préfecture, où ce sont les ministres des Affaires étrangères qui vont se rencontrer, Maurice Couve de Murville et Brentano, qui est le ministre allemand des Affaires étrangères. Ils se rencontrent à Chaumont, il va y avoir de nombreux échanges et on va discuter de questions importantes de l'époque, construction de l'Europe, la guerre froide. On parle aussi déjà, on évoque la réunification de l'Allemagne. Donc il y a différents éléments qui sont évoqués durant ce rendez-vous à Chaumont. Et puis, au Conseil général, le soir, il y aura une grande conférence de presse qui va être présentée. Et alors, la ville est véritablement, comment dire, c'est un peu l'euphorie dans la ville. Elle est prise d'assaut par les journalistes qui viennent d'un peu partout en Europe. Il a fallu installer de nombreuses liaisons téléphoniques, il n'y a pas assez d'hôtels. Enfin, la ville se retrouve face à des difficultés qu'elle ne connaît pas. Et donc là, on voit ô combien le département, grâce à ce rendez-vous, mais grâce à la présence du président de la République par la suite en Haute-Marne, eh bien, le département et Colombey se retrouvent sous les projecteurs d'une actualité internationale. Et ça, c'est important de le signaler. On le développe dans l'ouvrage et puis aussi dans l'exposition. Donc, vous voyez, une exposition très très riche qui revient sur tous ces aspects qu'on connaît et qu'on connaît moins. Alors évidemment, ça nous permet de montrer que Colombey, ce n'est pas un village tout à fait comme les autres. Et on a pas mal de Paris Match. C'est là où on voit que les journalistes viennent de Paris, mais aussi de l'étranger, dans ce petit village pour faire de nombreux papiers et mettre en avant ce petit village de 400 habitants qui, à chaque événement important, se retrouve pris d'assaut par les journalistes. Alors, ça nous ramène à l'un des derniers événements forts de cette exposition et de l'ouvrage, ce sont les obsèques qui, là aussi, mettent Colombey sous les feux des projecteurs. Ici, alors ce qui est intéressant à travers ces images, c'est qu'au moment des obsèques, le 12 novembre 1970, eh bien, il y a un photographe qui a demandé une autorisation pour prendre des photos aériennes. Cette autorisation lui a été refusée, mais il les a prises quand même. Et les archives départementales ont pu faire l'acquisition de cette collection de photos inédites qui sont présentées pour certaines dans l'ouvrage et dans l'exposition. Et là, on voit, regardez ici, les grappes, si on peut exprimer les choses comme ça, les grappes humaines, cette foule qui s'amasse dans les rues du village pour assister aux obsèques. Donc les obsèques, il y a toute une salle qui est réservée à cela. On voit ici, on montre la réunion du conseil municipal le 9 novembre, puisque le maire a été mis au courant de la mort du général de Gaulle le 9 novembre 1970, et le 10 novembre, à la première heure, il réunit son conseil municipal dans la salle du conseil, et on va évoquer l'organisation des obsèques. Donc avec là aussi encore la présence de Gaulle qui veille là sur les décisions qui vont être prises. Et les décisions vont être importantes puisque le conseil municipal, emmené par son maire, va veiller à bien respecter les dernières volontés du général de Gaulle qui sont inscrites dans le testament holographe qu'il a rédigé en 1952. Et donc voilà, là on revient à une image importante, les fameux 12 porteurs qui sont des jeunes du village qui vont porter le cercueil du général recouvert
du drapeau qui est présenté dans l'exposition. Donc là, on s'achemine vers la fin de l'exposition, au fond de la salle, hein, et donc on est là dans l'événement avec des images qui évoquent aussi la famille en deuil, et ici en particulier la famille de Gaulle avec Yvonne de Gaulle au centre, entourée de ses 2 enfants, au cimetière du village. Et les obsèques, c'est aussi l'arrivée du monde entier, mais aussi de toute la France, de milliers de gerbes de fleurs qui vont embaumer le cimetière, qui vont le colorer aux couleurs de la France. Et ça marque là le début de ce pèlerinage, de l'arrivée de ces pèlerins qui vont venir par milliers à partir du 12 novembre 1970, au moins jusqu'en l'an 2000, pour rendre hommage à l'homme du 18 juin, au président de la République, ou tout simplement à l'homme intime qu'a été Charles de Gaulle, et ensuite à partir de 1979, quand elle sera enterrée dans la tombe familiale, Yvonne de Gaulle. Et donc, entre autres, alors on a ces pèlerins qui sont de simples citoyens, et puis on a les pèlerins plus célèbres. Ici, on a mis en avant, eh bien, c'est toute l'Afrique qui est reçue à la Boisserie le 13 novembre 1970. On reconnaîtra ici le président Bokassa, qui reviendra à Colombey en juin 1978, le 17 juin. Il ne sera plus président à l'époque, il sera empereur, et d'autres présidents de la République d'Afrique qui viennent ici, qui sont reçus à la Boisserie par Yvonne de Gaulle, mais aussi on reconnaît ici l'amiral Philippe de Gaulle et Alain de Boissieu, le gendre du général, qui accueillent les présidents qui sont, on le voit à leur visage, sont vraiment traversés par une très grande tristesse. Et donc voilà, l'adieu à de Gaulle, les nombreux pèlerinages qui annoncent la mémoire gaulienne. Et donc là, je vous ai mis par exemple un des espaces qui est très riche, qui est la Croix de Lorraine. En effet, après les obsèques, c'est le temps de la mémoire. Et donc il y a il y a 2 grands espaces qui sont réservés à ça. Et avec des objets inédits, vous avez ici un des projets de Croix de Lorraine qui est présenté. En effet, aux archives, vous avez différents panneaux qui présentent il n'y a pas tous les projets, mais vous savez, quand il a été lancé le concours pour réaliser la Croix de Lorraine, eh bien, il y a eu 12 projets qui ont été présentés. Et le projet gagnant, on n'a pas récupéré la planche, et par contre on a d'autres projets. Celui-ci est assez extraordinaire. L'architecte avait prévu de faire donc une croix ajourée, et le soleil devait se coucher au milieu de la croix le 18 juin, chaque 18 juin. Donc vous voyez des projets assez pharaoniques pour certains, assez extraordinaires par d'autres, mais il y a surtout ce petit projet là qui est quand même très important à remarquer, parce que dans les jours qui vont suivre la mort du général de Gaulle, on a le pharmacien Maurice Curie qui travaille à Chaumont, qui est quelqu'un d'assez visionnaire et qui lance l'idée le premier de la construction d'une croix de Lorraine. Il échafaude le projet et il va même jusqu'à le faire réaliser en fonte, et tout ça on le présente dans l'exposition. Donc ça c'est très intéressant, et on voit que même, ma foi, son projet de simplicité, cette simple croix, qui était quand même enserrée, portée par des mains, va être repris dans le projet final que l'on connaît bien. Donc des timbres aussi qui sont présents, les archives des architectes du mémorial actuel. Donc voilà, quelque chose de très riche du point de vue de la mémoire. On a aussi de nombreux livres d'or qui rassemblent cette mémoire du simple citoyen qui a envie de dire merci au général, ou une mémoire plus célèbre où là on a la signature de Jacques Chirac aux côtés de Helmut Kohl le 5 juillet 1987, lorsque Helmut Kohl vient à Colombey, les 2 églises. Donc voilà un petit peu, bien sûr des lieux, ce parcours de la mémoire qui s'inscrit dans des lieux à Colombey, c'est la tombe, c'est la croix, c'est la boisserie, et puis bien sûr c'est ce beau mémorial où j'ai travaillé pendant 7 ans avec beaucoup de joie et beaucoup d'investissement, et c'est vraiment dans ce lieu, dans cette scénographie et au contact de ce territoire, de ce village, que j'ai vraiment eu
envie d'en savoir plus et que c'est vraiment là que j'ai eu envie d'entreprendre toutes ces recherches que je continue de mener et qui ont abouti à cet ouvrage et à cette belle exposition. Voilà, et je vous remercie de votre écoute et de votre attention. J'espère vous retrouver bientôt aux archives départementales de Chaumont. Je vais proposer, dès qu'elle sera réouverte, de faire des visites guidées le jeudi après-midi. Donc on verra à ce moment-là dans quelles conditions on va rouvrir l'exposition. Et je tiens tout particulièrement donc à vous remercier, vous auditeurs et puis spectateurs si on peut dire, et puis aussi tout particulièrement Alain Morga, qui est directeur des archives, Samuel Mourin, qui est le responsable du pôle conservation, et puis Rachel et puis Céline des archives départementales. Merci beaucoup.